Avez-vous déjà joué à un jeu où tous vos choix et vos actions ont une importance dans l'histoire? Si oui, on est tous d'accord pour dire que ce genre de jeux sont sûrement les plus immersifs et les plus cool. Sinon, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez découvrir une pépite que je qualifierais même d'un chef-d'œuvre. J'ai nommé Undertale. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est une opportunité de redécouvrir l'histoire de ce fabuleux jeu qu'est Undertale. Et pour ceux qui me connaissent déjà, c'est un nouveau format que je ferai dans ma chaîne où je vous raconterai l'histoire d'un jeu sans cam. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une petite précision. Leaf, un youtubeur, a récemment fait une vidéo sur Undertale, c'est d'ailleurs lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il ne traite pas l'intégralité de l'histoire, d'ailleurs, j'ai vu que sur le YouTube français, aucun n'a fait de vidéo sur l'histoire complète d'Undertale. Donc après cette vidéo, je vous invite fortement à regarder sa vidéo, qui est vraiment très intéressante. Dans ce jeu, on commence directement avec une intro qui nous plonge dans l'histoire en nous expliquant qu'un humain est tombé d'une montagne et a atterri dans l'underground. Les humains et les monstres étaient en guerre il y a de ça bien longtemps. Après la victoire des humains, les monstres ont été scellés au Mont Ebot, ou le Mont Ebo, je sais pas trop comment prononcer. On se retrouve dans le menu où on peut choisir toutes sortes de noms pour notre personnage, comme Moha, Luffy, ou même ça. Je vous parle du menu parce que le nom qu'on donne à notre personnage est important. Mais pour le moment, vous préoccupez pas de ça. Ayez en tête que notre personnage s'appelle Kara. On commence notre aventure sur ce tapis de fleurs jaunes, où quelques pas plus loin nous attend une autre fleur, mais pas n'importe quelle fleur, c'est Flowey, et c'est elle qui va nous apprendre les bases du gameplay. Coucou, moi c'est Flowey. Flowey la fleur. Tu viens de débarquer dans l'Outre-Monde, non? Mince alors, je serais totalement perdue à ta place. Quelqu'un se doit de t'apprendre comment ça se passe par ici. Je suppose qu'une vieille branche comme moi fera l'affaire. On peut y aller? C'est parti! Attends, pause. Le cœur ici, c'est l'âme de notre personnage. Elle peut se déplacer à droite, à gauche, en bas et en haut. Plus on bat les adversaires, plus les PV de notre âme augmentent. Dans ce jeu, le LV est désigné comme love et non level. Le love augmente aussi en battant des ennemis. Tu veux de l'amour, non? T'inquiète pas, je vais t'en donner. Ici, l'amour se partage grâce à de petits pétales d'amitié. C'est bon pour toi? Bouge, attrape-en autant que tu peux. Comme je l'ai dit dans l'intro, on peut choisir notre propre histoire dans ce jeu. Si on décide de ne pas obéir à Flowey, alors on peut. J'ai esquivé l'attaque pour vous montrer, mais pour finir l'histoire principale, on va quand même se prendre des fameux pétales d'amitié. Mon pote, tu les as ratés, on réessaye, d'accord? Imbécile! Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Vous l'avez compris, Flowey n'était pas vraiment une fleur de confiance, et voulait juste notre peau depuis le début. Elle va alors tenter de nous tuer, mais juste avant de nous achever. Quelle horrible créature! Torturer ainsi un pauvre enfant innocent. Ah, n'aie crainte, mon enfant. Je suis Toriel, gardienne des ruines. Chaque jour, je passe ici pour voir si quelqu'un est tombé. Aucun humain ne s'était aventuré en ces lieux depuis bien longtemps. Suis-moi, je vais te guider à travers les catacombes. Et c'est maintenant que l'aventure commence vraiment. Toriel va nous présenter les ruines, l'entrée de l'underground, où il y a toutes sortes d'énigmes, les plus simples les unes que les autres. Si vous vous attendiez à un jeu avec un gameplay compliqué, c'est raté. Dans Undertale, même si ce n'est pas toujours si simple, la majorité des combats le sont, et les énigmes aussi. Elle va nous apprendre les principes du combat, et pour de vrai cette fois, pas comme l'autre fraude de Flowey. Enfin, je dis ça, mais c'est mon personnage préféré. Bref, Toriel nous conseille toujours de faire clémence et de ne jamais tuer les monstres. Pour ça, il faut faire des actions, et chaque monstre a des actions propres à eux. On peut aussi choisir de combattre les monstres, ce qui mettra fin au combat plus rapidement. Après quelques énigmes, Toriel nous demande de l'attendre dans une salle des ruines en attendant de ranger sa maison. Elle nous donne alors un téléphone avec son numéro enregistré et s'en va. Évidemment, notre personnage est un rebelle, et ne va pas respecter l'ordre de Toriel. Il va donc continuer à avancer dans les ruines sans l'aide de Toriel. D'ailleurs, petit détail sympa, dès la première salle passée, Toriel va nous appeler et nous demander quelle tarte on préfère entre la tarte à la cannelle et au caramel. Toute personne censée répondrait caramel. Mais bon, après avoir fini toutes les énigmes des ruines, on se retrouve en face de chez Toriel inquiète, en regrettant de nous avoir laissés tout seuls. Elle, qui semble nous considérer comme son enfant, elle nous propose une tarte au caramel, nous loge chez elle, et a pour projet de faire plein d'activités ensemble. On n'est pas vraiment contre, d'ailleurs, on s'attache très vite à Toriel. Sauf que nous, on veut sortir de l'underground, et là, Toriel pose problème. Notre personnage va vouloir sortir des ruines, pour rejoindre la suite de l'underground. Mais Toriel n'est pas vraiment d'accord avec notre choix. Elle va donc s'interposer entre nous et la porte qui mène au reste de l'underground, et essayer de nous dissuader. C'est alors qu'un combat commence entre mère et fils. Dans la route neutre, la tuer ou la laisser importe peu. Mais vu que notre personnage a un grand cœur, on va faire comme elle nous a appris, et l'épargner. Encore, et encore, et encore. Jusqu'à qu'elle nous laisse passer avec cette jolie scène d'adieu. Si tu désires vraiment quitter les ruines, je ne t'arrêterai pas. Cependant, quand tu partiras,
Ne reviens pas, s'il te plaît. J'espère que tu comprends. Au revoir, mon enfant. C'est la fin du tutoriel, on franchit la porte menant au reste de l'underground et on tombe sur une longue allée avec des barreaux qui nous empêchent de passer le pont. C'est alors qu'un mystérieux personnage s'approche de nous. Humain. Tu ne sais donc pas comment saluer un nouvel ami? Tourne-toi et serre-moi la main. Et oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas un son rajouté au montage, c'est vraiment présent dans le jeu. Et ça, c'est Sans. Et comme vous l'avez remarqué, c'est un très bon blagueur. Vous le connaissez tous, peut-être pas en apparence, mais c'est de lui que vient le fameux thème Megalovania. Ça y est, vous vous souvenez? Pratiquement tout son personnage est un gag et c'est l'un des personnages qui va animer l'humour d'Undertale. Après avoir fait connaissance avec Sans, son frère, Papyrus, va intervenir et notre personnage va aller se cacher derrière une mystérieuse lampe. Vous avez compris le concept, Sans, Papyrus, les deux sont des noms de police d'écriture. Bref, Papyrus est un autre squelette et il a un kiff, c'est chasser les humains, bien qu'il n'en ait jamais encore attrapé un seul. Papyrus va embrouiller Sans parce que ça fait 9 jours qu'il n'a pas résolu ses casse-crânes. Oui, c'est bien des casse-têtes, version squelettique. On apprend en espionnant leur conversation que Papyrus veut capturer un humain pour rejoindre la garde royale des monstres. Il parle d'une certaine Undyne qui est à la tête de cette garde royale et qui fera tout pour l'impressionner. Après cette conversation, Papyrus va s'en aller et aller chercher un humain à chasser, sachant pertinemment qu'aucun humain ne passera par là parce qu'aucun humain connaît l'underground. En fait, je veux pas te déranger, mais tu pourrais m'aider? Je me disais, mon frère a pas trop le moral en ce moment. Il a jamais vu d'humain, et t'apercevoir devrait lui rendre le sourire. T'en fais pas, il est pas dangereux. Même s'il l'essaye de l'être. Merci infiniment. Je serai devant. Sans sait très bien que Papyrus ne fera jamais de mal à un humain. C'est un peu pour ça qu'il nous envoie au charbon. Ça avance de quelques pas et... Donc, comme je le disais à propos d'Undyne, ça, oh mon Dieu, serait-ce un humain? En fait, je crois que c'est un caillou. Oh. Mais qu'est-ce qui se trouve juste devant le caillou? Oh mon Dieu! Est-ce que c'est un humain? Oui. Oh mon Dieu! J'ai enfin réussi, Undyne va. Je serai tellement populaire. Humain, tu n'iras pas au-delà de cette zone, car le grand Papyrus va mettre fin à ton périple. Ensuite, je te capturerai, on t'amènera à la capitale, et ensuite, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Dans tous les cas, approche-toi, mais seulement si tu l'oses. Surpris d'avoir vu un humain, il va s'empresser de trouver une solution pour nous éliminer, et il a trouvé la meilleure des solutions, nous faire face à des casse-crânes irrésolus. Et avec Papyrus, c'est pas la meilleure des solutions, surtout avec sa débilité. Comme dans ce premier casse-crâne, on va devoir marcher sur un seul piégé où un seul chemin est le bon. Et si on se trompe, on se fait électrocuter par une petite vie au-dessus de notre tête. Mais Papyrus va, sans faire exprès, nous donner le chemin pour nous donner l'habit. Ou même, cette fois qu'il pensait qu'il nous arrêterait avec, je vous laisse deviner, des mots mêlés. Ou alors cette fois on devait marcher sur la bonne dalle de couleur, mais que la vitesse de changement de couleur a littéralement fait crash le casse-crâne. Bon, vous l'avez compris, Papyrus n'est pas très futé. Après je me moque de lui, mais il y a un casse-crâne que j'arrive pas à retenir alors que j'ai fini le jeu au moins 4-5 fois. Mais bon, après avoir fini tous ces casse-crânes, Papyrus décide enfin de se reprendre en main et nous dévoile sa botte secrète pour nous capturer, et cette fois c'est du sérieux. Des lance-flammes, des flèches, canons, massues et même Toby Fox, le créateur du jeu, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Tout semble inutile face à tous ces équipements, sauf que Papyrus a finalement trouvé ça trop facile pour nous vaincre et décide de tout remballer. Il décide de prendre la fuite, ce qui qualifie de victoire, puis on se retrouve à Coveneige, une ville couverte de neige. Et petit truc sympa, si ma mémoire est bonne, c'est dans cette ville qu'on entend pour la première fois l'un des thèmes les plus connus d'Undertale, Shop. Non, pas ce Shop, celui-là. Notre personnage va s'avancer jusqu'au bout de la ville où Papyrus nous attendra dans un brouillard. Humain, permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes. Là, il nous parle de pâtes parce qu'il nous a fait des pâtes gelées qui étaient collées à une table et immangeables. Sauf que pour lui faire plaisir, on lui a dit qu'on avait tout mangé. L'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui. Le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool. Ces sentiments.
Ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais n'aie crainte, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand papyrus, je vais devenir ton... Non, non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer, pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie, puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est Papyrus, le tout nouveau membre de la garde royale. Encore une fois, on est en route neutre, le tuer apporte pas l'histoire, on peut décider de le tuer ou de le laisser en vie. Je précise que quelques éléments du jeu ne seront pas les mêmes selon le choix que vous décidez de faire, comme les dialogues et informations supplémentaires à l'histoire. Et que cette route mène à la même fin, peu importe les choix. Bref, on va laisser Papyrus en vie, vu que c'est tout simplement le GOAT. Et j'ai pas trop envie que Sans vienne me tabasser la gueule après la vidéo. Pour le vaincre pacifiquement, on a plusieurs solutions. Se laisser capturer 3 fois, ou bien esquiver tous ses coups en flirtant avec lui. Oui, flirter avec. Et c'est la solution que j'ai adoptée, parce que un peu la flemme de me faire capturer 3 fois, je vous avoue. D'ailleurs, nouvelle mécanique dans ce combat. Vous voyez cette attaque bleue? Ça signifie qu'on doit pas bouger, sinon on se prend des dégâts. Et quand c'est notre cœur qui est bleu, on est soumis à la gravité. Ce qui est un peu chiant, mais ça ne pose pas trop de problème pour les attaques assez gaze de Papyrus. Après avoir flirté tout le combat, c'est nous qui allons malheureusement le friendzone et lui dire de devenir ami. Dans ces discussions, il va nous apprendre que pour rentrer chez nous, il faudra passer par une certaine barrière qui nous ramènera à la taverne. Papyrus va nous laisser passer, et en passant à la prochaine salle, on va tomber sur une fleur comme ça. Je fais une petite parenthèse dessus parce qu'elle va nous servir par la suite. C'est seulement des fleurs qui répètent les conversations des passants. Quelques pas plus loin, on va tomber nez à nez face à une conversation entre Papyrus et une mystérieuse personne. Papyrus va essayer de convaincre cette personne que nous, humains, on est gentils, mais en vain. D'ailleurs, il appelle ce mystérieux guerrier Undyne, un nom qu'on avait déjà entendu auparavant. Elle va donc forcer Papyrus à continuer de traquer malgré la nouvelle amitié entre nous et le squelette. Décidément, notre personnage aime bien écouter les conversations des gens. Il va s'avancer un peu plus loin, et après avoir passé du temps sur les énigmes de cette zone, Papyrus va nous appeler. Comment a-t-il eu notre numéro? C'est simple, il a juste essayé toutes les combinaisons possibles pour nous joindre. Il va nous demander comment on est habillé pour une certaine amie, et raccroche. Cette fois, plus loin, on tombe sur des panneaux, mais pas n'importe quel panneau. Il raconte le passé entre les humains et les monstres. La guerre des humains et des monstres. Pourquoi nous ont-ils attaqués? Les humains semblaient ne rien avoir à craindre. Ils sont extrêmement puissants. La force dégagée par toutes les âmes des monstres réunies est à peine suffisante pour égaler la force d'une seule âme humaine. Mais les humains ont une faiblesse. Ironiquement, il s'agit de la force de leur âme. Elle est telle qu'elle lui permet de persister en dehors du corps, même après la mort. Si un monstre vient à bout d'un humain, il peut alors lui arracher son âme. Un monstre doté d'une âme humaine. Une horrible bête à la force inconcevable. Sur les derniers tableaux, il y a une créature assez bizarre représentée. Une bête qui semble mettre mal à l'aise notre personnage. En avançant un peu plus loin, on tombe sur un pont vide et on se fait arrêter par Undyne. Elle nous a trouvés et veut notre peau. Une course-poursuite commence entre Undyne et nous. La course-poursuite ne va pas durer longtemps car juste après le pont, on trouve des buissons du même type que ceux qu'on a utilisés pour espionner la conversation entre Undyne et Papyrus. Undyne va nous suivre dans les buissons en s'approchant peu à peu de notre personnage, qui ne doit pas bouger pour ne pas faire de bruit. Quand on croit qu'il nous a finalement trouvés, en pensant qu'elle s'était trompée, Undyne s'en va. Ce monstre semble être un grand fan de Undyne vu qu'il nous dit qu'après l'avoir touché, il ne se laverait plus et s'en va. Dans cette zone du jeu, il n'y a pas trop de choses à faire, si ce n'est que marcher jusqu'à trouver le château du roi. Donc après avoir longtemps marché, on tombe sur un nouveau panneau qui continue le background entre les humains et les monstres. Le pouvoir de leur arracher leur âme. C'est ce pouvoir que redoutaient les humains. Plus on avance dans le jeu, plus on comprend pourquoi ce monde existe et pourquoi certains monstres comme Undyne ont la haine contre les humains. Ce qui est très compréhensible d'un point de vue objectif. Juste après ce panneau, on tombe sur Onion-san, un monstre marin qui se plaint de ne plus avoir de place dans l'Underground et que Undyne va tout arranger pour qu'il puisse vivre dans l'océan. Dans la prochaine salle, des panneaux, encore plus de panneaux. Ce pouvoir n'a pas d'égal. Cela dit, un humain ne peut absorber l'âme d'un monstre. Quand un monstre meurt, son âme disparaît. Il faudrait une puissance incroyable pour arracher l'âme d'un monstre encore en vie. Il y a une seule exception à cette règle. L'âme d'une race spéciale de monstres appelée les monstres majeurs. L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour persister après sa mort. Mais seulement durant quelques instants. Un humain pourrait absorber cette âme, mais cela n'est jamais arrivé, et maintenant, cela n'arrivera plus jamais. Quelques pas plus loin, on retrouve le monstre qui nous a sauvé la vie sous la pluie. Il veut gratter notre parapluie qu'on a récupéré une salle avant et s'incruste à côté de nous. J'aimerais mettre un point à sa stupidité car il se met littéralement à côté du parapluie. Pendant le trajet avec ce monstre, il va faire que répéter qu'Undyne est incroyable et se vendre de ses actions. Il nous dit qu'elle n'a jamais perdu aucun combat de sa vie et que si un humain passait par là, il n'aimerait pas être à sa place. Rassurant, non? Il ne semble pas avoir compris que nous, on est humains, mais après il nous rassure un petit peu en nous disant qu'elle ne s'en prend pas aux innocents. En tout cas, on sent bien que notre périple va bientôt toucher à sa fin. On voit le château d'Asgore au loin avec cette magnifique vue.
Le monstre qui nous accompagne va nous faire la cour d'échelle pour nous aider à avancer, et s'en va, encore une fois, en se cassant la gueule. Et devinez quoi, c'est le retour des panneaux. Redoutant le pouvoir, les humains nous déclarent la guerre. Leurs attaques furent soudaines, sans la moindre pitié. Difficile de qualifier ce conflit de guerre. Ensemble, les humains étaient bien trop forts, et nous, les monstres, étaient bien trop faibles. Aucune âme ne put leur être arrachée, et de nombreux monstres furent réduits en poussière. En traversant le pont devant nous, à notre très grande surprise, on va se faire interpeller par des lances. Et oui, Hyundai nous a retrouvés, et cette fois, elle compte bien nous tuer pour de bon. Et c'est le round 2 de la course-poursuite. Au début, la vitesse des lances va être vraiment lente, puis, en avançant peu à peu, Hyundai va augmenter sa cadence. Et sur un très long chemin, on va se faire poursuivre jusqu'à arriver dans un cul-de-sac où Hyundai nous rejoindra pour casser le pont. Notre personnage va alors tomber avec une animation digne des plus grands jeux vidéo. Comme au début du jeu, on retrouve ce tapis de fleurs jaunes. Pour ceux qui connaissent bien Undertale, vous devez sûrement vous en rendre compte. Je skip pas mal de choses qui n'ont pas grand chose à voir avec l'histoire. C'est pour ça que je vous incite fortement à aller jouer, car même après la vidéo, vous aurez énormément de choses à découvrir sur le jeu. Bref, après avoir traversé maintes salles, on va encore tomber sur un cul-de-sac avec cette fleur bleue au bout. Vous vous rappelez la fleur qui répète les conversations des passants? Eh bien, elle va nous dire de nous retourner. Et sans surprise, Hyundai nous attendait. Sept âmes humaines. Avec leur pouvoir combiné, notre roi, le roi Asgore Brimur, deviendra un dieu. Avec leur pouvoir, Asgore pourra enfin détruire la barrière, et alors il pourra enfin reprendre la surface des mains de l'humanité, tout en lui rendant en centuple la souffrance que nous avons endurée. Tu saisis, l'humain? Ceci est ton ultime chance de rédemption. Donne-moi ton âme, ou je viendrai moi-même l'arracher de ton corps. À vraiment deux doigts de combattre Undyne, le petit monstre vient encore une fois de nous sauver la vie. On l'a échappé belle, mais on sent que le combat contre Undyne est inévitable. Au loin, on y habituait maintenant un nouveau panneau. Cependant, il existe une prophétie. L'ange, celui qui a vu la surface, son retour est certain. Et alors, l'autre monde ne sera plus qu'un désert. Décidément, dans cette zone, il y a que des ponts. Le petit monstre va venir nous taper la discute et réalise qu'on est un humain. Il va alors s'en aller, mais comme à son habitude, il va se gamelle. Mais cette fois, il était à deux doigts de mourir. C'est alors que devant Undyne, notre personnage va aider le monstre avant qu'il ne tombe. Il va alors dire à Undyne qu'on est son pote et l'a fait fuir. Malheureusement, c'est pas cette action qui va faire changer d'avis Undyne, vu que quelques fois plus loin, on la retrouve plus badass que jamais au-dessus d'une grotte. 7. Avec 7 âmes humaines, le roi Asgore pourra enfin devenir un dieu. 6. C'est le nombre d'âmes qu'on a pu rassembler jusqu'à présent. Tu saisis? Ton âme, la 7e, sera la clé d'un nouvel avenir pour ce monde. Mais tout d'abord, comme il est d'usage pour tous ceux qui atteignent cet endroit en vie, je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple. Tout commença il y a très très longtemps. Non, tu sais quoi? On s'en tape. À quoi bon te raconter cette histoire alors que je m'apprête à te tuer? Après ce coup de pression monumental, le jeu nous propose quand même de se garder, c'est gentil quand même. Et maintenant que le vrai combat contre Undyne commence, un combat teasé depuis pratiquement le début du jeu, la chef de la garde royale est enfin sous nos yeux et on compte bien la tuer. Sinon, c'est pas drôle. Vous vous en doutez peut-être, qui dit nouveau boss trop stylé, dit nouvelle mécanique de gameplay. Ici, notre cœur est vert, et on est dans une mini-box avec un bouclier. Undyne va lancer des flèches de tous les sens et on va devoir se protéger avec ce bouclier. Les flèches jaunes sont des flèches qui changent de côté quand elles sont près du bouclier. Je vous mens pas, ce combat est rude, on a affaire au monstre le plus déterminé de l'Underground, et ce n'est pas une mince affaire. Elle va enchaîner rapidement les attaques et nous menacer de nous tuer pendant tout le combat. Malheureusement, la guerrière invaincue depuis toujours a connu pour la première fois la défaite. Elle est tombée sur plus fort que soi, et elle le savait déjà. Voici la mort pour moi la plus triste d'Undertale. Non. Non. Je vais pas mourir comme ça. Alphys, Asgore, Papyrus. Ils comptent tous sur moi pour les protéger.
Toi, l'humain, je le jure sur les rêves et les espoirs de tout le monde, je te vaincrai. Elle va alors puiser sur ses dernières forces pour nous tuer, mais à chaque coup qu'on lui donne, la vitesse de ses flèches diminue. Undyne est aussi déterminée que jamais pour survivre, et ne laissera pas son âme de monstre périr à jamais. Elle résiste autant qu'elle peut, mais il n'y a plus rien qu'elle ne puisse faire, c'est la fin pour elle. Ha ha ha. Elphys, c'est bien ce que je craignais. C'est pour ça que je te l'ai jamais dit. Non. C'est trop tôt. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne... Après l'avoir tué, Papyrus nous appelle et propose de faire un truc avec Undyne et lui pour se rapprocher d'elle. Malheureusement, il n'est pas au courant qu'on l'a déjà tué, et je pense qu'il nous en voudra énormément. C'est le rush final avant de trouver le roi dans son château, mais avant, on va découvrir un labo. On décide d'y entrer, et on aperçoit un très grand écran avec notre tête affichée en gros. Confus, on continue notre chemin, et on tombe sur une nouvelle tête. J'ai nommé la femme la plus chiante d'Undertale, Alphys. Un nom qu'on avait déjà entendu de la part d'Undyne. Elle nous présente son labo et tout son travail de scientifique. Elle nous dit aussi qu'elle nous observe depuis le début de notre aventure. Et elle ne semble pas avoir vu qu'on avait tué Undyne, vu qu'elle était en train de poser son meilleur classique. Et soudainement, en pleine conversation, des bruits bizarres retentirent. Alphys aussi, semble confuse, et les bruits retentirent encore plus fort. C'était en fait Métaton, un robot créé par Alphys. C'est aussi le seul animateur TV de l'Underground et va, sans notre consentement, nous faire face à une série de questions du type question pour un champion. Sauf qu'à la place de Samuel Etienne, on a ce tas de ferraille avec un micro. On va donc avoir le droit à plusieurs questions aussi dures que les unes que les autres, mais heureusement, en fond, on a Alphys qui va nous aider à y répondre. Métaton n'est pas idiot, il va s'en apercevoir, alors il décide de reporter l'émission à une prochaine fois et fuit. En partant, Alphys va considérablement améliorer le téléphone en y ajoutant son numéro et un réseau social. Spoiler, c'est la pire idée. On va se faire spam de 700 pop-up d'Alphys qui change son statut et ça rend vraiment fou. Bref, dans les zones de calcitaire, c'est comme ça qu'on appelle cette zone, on a en quelque sorte des énigmes. Vous vous rappelez des attaques bleues de Papyrus? Eh bien, on reprend le même principe. Il y a ces lasers bleus qui passent devant nous et nous, on ne devra pas bouger. Par contre, cette fois, on a la couleur orange qui s'ajoute. Avec ces lasers-là, au contraire, on est obligé de bouger. On a aussi ces sortes de bons où il faut trouver le bon chemin. Et évidemment, des casse-crânes qui sont plus vraiment des casse-crânes mais une sorte de mini-jeu. Après avoir franchi la grande porte, on se retrouve complètement dans le noir. Alphys, qui nous observe depuis son écran, nous appelle pour nous dire qu'elle va pirater le système de lumière. Et c'est le retour de Métaton. Cette fois, ce n'est pas question pour un champion, mais cauchemar en cuisine. Il va nous demander pendant l'émission de récupérer ce petit pot sur une table, sauf que quand on va s'en approcher... Il nous menace de le tuer si on n'arrive pas à récupérer le pot en moins d'une minute. Dans Undertale, impossible de grimper, mais Alphys, notre sauveuse, va nous appeler. Vous vous rappelez quand elle a bricolé nos téléphones? Eh bien, elle a ajouté l'option jetpack. Oui, l'option jetpack. On va donc voler avec ce mi-jetpack, mi-téléphone pour récupérer le pot, tout en esquivant les attaques de Métaton qui nous ralentissent. On récupère le pot, et encore une fois, on a vaincu Métaton à son propre jeu, et décide de cloître l'émission, une nouvelle fois, et de s'en aller. Un peu plus loin, encore des énigmes et encore des bons, pour une nouvelle fois repasser par une grande porte, et après une longue allée, encore une pièce noire qu'Alphys va encore pirater. Vous vous en doutez peut-être, il va pas s'enfuir avant d'avoir sa revanche. Métaton fait son retour dans une nouvelle émission MTT News. Ce repos a vraiment tous les métiers de l'underground. Sauf qu'en réalité, derrière cette émission se cache une salle, remplie de bombes. Encore une fois, c'est une course contre la montre. Et notre personnage doit désamorcer toutes les bombes en seulement 2 minutes. Sauf que la dernière, on n'avait pas vraiment le temps. À deux doigts d'exploser, Alphys nous appelle en nous disant qu'elle a désamorcé la bombe par elle-même. Métaton, pétant le seum, s'en va à nouveau. C'est vraiment un personnage de la Team Rocket, il revient toujours pour se faire humilier. Bref, après quelques salles et un combat contre un boss secondaire que j'esquive, on retrouve Métaton, une nouvelle fois, sauf que cette fois, ce n'est pas pour nous tuer, mais pour nous chanter une chanson.
Après cette chanson conçue par Métaton, il va nous envoyer à la trappe avec une nouvelle émission qui consiste à nous abattre. Vous voyez le niveau final de Mario Bros où Bowser nous colle à l'arrêt du cul. Et bah c'est la même chose, sauf qu'à la place de Bowser, on a du feu. Cette machine vous rappelle rien? C'est la même machine qui a crash à cause de Papyrus, et d'ailleurs, petit détail sympa, regardez à côté des deux squelettes. Bref, ici on peut vraiment rien faire, c'est coincé par les feux, mais vous connaissez la chanson. Alphys va nous appeler et pirater les feux. Je sais pas comment elle fait tout ça, mais ça nous aide vraiment. Malheureusement, bien qu'elle ait désactivé les feux, on est sur les dalles vertes. Les dalles vertes signifient qu'on doit affronter un monstre, et cette fois-ci le monstre, c'est Métaton. Sauf que le combat ne va durer que très peu de temps, car encore une fois, Alphys a une solution. Elle nous appelle et nous dit qu'elle a installé un dernier truc sur notre téléphone. On va donc sur le menu action et on clique sur jaune. Notre cœur va alors se retourner et devenir jaune. Avec ce cœur là, on peut tirer des coups via le cul du cœur. Métaton, horrifié de cela, s'en va à nouveau. Quelques pas plus loin, on retrouve Sans. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Il nous demande si on veut bien l'accompagner et manger avec lui, chose qu'on accepte évidemment. La discussion entre Sans et notre personnage n'est pas vraiment canon. Donc si vous voulez skip cette partie, je vous mets le timecode ici. Bon, on y est. Donc, ton voyage se termine bientôt, pas vrai? Tu dois vraiment vouloir rentrer chez toi. Je connais ce sentiment, mon pote. Mais parfois, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Ici-bas, tu as à manger, à boire, des amis. Est-ce que tout ce que tu as à faire là-haut en vaut vraiment la peine? Bah, oublie ça. Je t'ai fait confiance, le mioche. Laisse-moi te raconter une histoire. Tu te souviens que je suis sentinelle dans la forêt de Couve-Neige, hein? Je reste là, à attendre l'arrivée des humains, c'est plutôt barbant. Heureusement, tout au fond de la forêt, il y a cette énorme porte verrouillée. Et elle est parfaite pour s'entraîner à faire des blagues. Toc toc. Un jour, je t'appelle à discuter tout seul, comme d'hab. Je frappe la porte en disant toc toc. Et d'un coup, de l'autre côté, j'entends la voix d'une femme. Qui est là? Naturellement, je réponds Chuba. Chuba qui? Chuba trouvait cette blague vraiment nulle. Et là, elle éclate de rire, comme si c'était la meilleure blague qu'elle a entendue de sa vie. Du coup, je continue d'en sortir, et elle se met à rire de plus belle. Personne n'avait jamais trouvé mes blagues aussi drôles. Je continue, et tout à coup, elle frappe à la porte et lance toc toc. Je réponds qui est là? Maria! Maria qui? Olé! Waouh! Ça crève les yeux. Cette femme était extrêmement douée. On a continué à se raconter des blagues pendant des heures. Au bout d'un moment, j'ai vu partir. Papyrus devient ronchon sur son histoire avant d'aller au lit. Mais elle m'a demandé de repasser la voir. Ce que j'ai fait. Je suis revenu encore et encore. C'est notre passe-temps. Nous raconter des blagues pourries à travers la porte. C'est le pied. Pourtant un jour, j'ai remarqué qu'elle riait pas beaucoup. Je lui ai demandé ce qui allait pas. Et elle m'a sorti quelque chose d'étrange. Si un humain franchit un jour cette porte, pourriez-vous, par pitié, me promettre quelque chose? Veillez sur lui et protégez-le, d'accord? Pour être franc, je déteste faire des promesses à quelqu'un. Et cette femme, je connais même pas son nom, mais quelqu'un qui aime à ce point les blagues pourries possède cette sincérité à laquelle on ne peut pas dire non. Tu vois ce que je veux dire? Cette promesse que je lui ai faite, tu sais ce qui serait arrivé si elle m'avait rien dit? Petite tête. Je serais déjà 6 pieds sous terre. Détends-toi, poteau. Je plaisantais, c'est tout. Et puis, tu trouves pas que j'ai assuré ta protection comme un pro jusqu'ici? Je veux dire, regarde-toi. T'as pas cassé ta pipe une seule fois. Ça veut dire quoi ce regard? J'ai pas raison? Bon, bah c'est tout. Prends soin de toi, le mioche, parce que quelqu'un tient beaucoup à toi. Bref, après cette conversation qui fait réfléchir, on retourne dans l'hôtel et on continue d'avancer vers le château. On passe par une porte qui fait la transition entre les citernes et le noyau. La dernière zone d'Undertale. Dans cette zone, il y a beaucoup de monstres, énormément de monstres. Et ils sont vraiment forts comparé aux autres zones. Dites-vous que même Undyne n'a pas réussi à me tuer, mais eux, si. Mais bon, après avoir fini toutes les énigmes de cette zone, on tombe sur cette porte qui mène tout droit vers le boss final de cette zone, Métaton.
Contre Métaton, les attaques basiques ne lui font pas de dégâts. Pour y remédier, Alphys, oui, encore elle, nous appelle en lui disant que Métaton a un point faible, son interrupteur sur le dos. Alphys lui fait croire en haut-parleur qu'il y a quelque chose derrière lui, et comme un con, il se retourne. Notre personnage en profite alors pour appuyer sur l'interrupteur et le vaincre. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Oh yes! Métaton va sortir sa nouvelle forme, Métaton X. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est une rêve à Pokémon. En tout cas, il nous menace encore, et cette fois, il nous assure qu'il va rendre nos derniers instants fabuleux. Vous vous en doutez maintenant, le tuer ou le laisser en vie, on s'en fout. N'importe quelle action maintenant nous mènera à la fin de la route neutre. Mais vu qu'il me l'a fait galérer pendant très longtemps, j'ai décidé de tuer malheureusement, paix à son âme, l'un des meilleurs personnages d'Undertale. Son combat inclut plein de nouvelles mécaniques, comme par exemple le fait de tirer sur ses jambes pour les immobiliser, ou alors même tirer sur les bombes pour s'en sortir. Pour le vaincre pacifiquement, on avait juste à amuser les audiences en haut à gauche pendant tout le combat et c'était gagné. On va le tuer en commençant par détruire ses bras, puis ses jambes, et enfin l'achever. Décidément, toutes les morts d'Undertale sont touchantes, il va nous dire qu'on a le niveau pour combattre Asgore, qu'on devrait pas se soucier de lui parce qu'Alphys reviendra le réparer et exploser en mille morceaux. Je pense pas qu'après ce combat, il pourra re-être mis sur pied, même avec le génie d'Alphys. En parlant d'elle, elle revient, complètement choquée et inquiète pour Métaton, mais elle fait mine de rien devant nous. On est à deux doigts d'entrer dans le château, mais Alphys va nous couper et nous informer quelque chose d'embêtant. Elle va nous prévenir qu'une âme humaine ne peut pas traverser la barrière, et qu'il faut que cette âme soit couplée d'une âme de monstre. Donc si notre personnage veut rentrer chez lui, il devra absolument tuer Asgore, et Alphys s'en va. On se retrouve enfin dans le château d'Asgore, où se trouve une réplique de la maison des ruines, en grisé, où des monstres vont nous raconter la raison précise de la rancœur des monstres envers les humains. Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Azriel, le fils du roi, entendit son appel, et ramena l'humain jusqu'au château. Au fil du temps, Azriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considéraient l'humain comme leur propre enfant. L'outre-monde était rempli d'espoir. L'espoir donc de revoir la lumière du soleil après tant d'années enfermé dans l'autre monde. Puis, un jour, l'humain tomba gravement malade. Affaibli, l'humain ne désirait qu'une seule chose, revoir les fleurs de son village. Mais nous ne pouvions rien faire. Le jour suivant, l'humain mourut. Azriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain et se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme des humains, Azriel traversa la barrière et porta le corps du défunt à la lumière du soleil jusqu'au village des humains. Azriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs, doré, et déposa l'humain dessus. Tout à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Azriel portant le corps de l'humain. Croyant qu'ils avaient tué l'enfant, les humains l'attaquèrent de toute leur force. Azriel fut assailli de coups. Il avait pourtant le pouvoir de tous les éradiquer. Mais Azriel encaissa chaque coup sans riposter. Tout en serrant l'humain contre lui, Azriel sourit et se retira. Gravement blessé, Azriel finit par entrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu 2 enfants en une nuit. Les humains nous avaient à nouveau ôté tout ce qui nous restait. Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tomberait ici trépasserait. Avec suffisamment d'âme, nous pourrions briser la barrière. Maintenant qu'on n'en connaît plus sur ce monde, il est temps de le quitter. On va donc continuer notre chemin vers la salle du roi. Et sur le chemin, on tombe sur cette salle, une mystérieuse salle avec des couleurs différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. On avance un peu plus loin et on tombe sur Sans. Il nous annonce qu'on va devoir faire face à un jugement pour toutes les actions qu'on a fait jusqu'ici. Aussi, il va nous clarifier sur certains points. Vous voyez au début, quand je combats un ennemi, on a un niveau d'XP qui augmente. Eh bien, ce n'est pas de l'XP, mais c'est un acronyme. Execution Point. L'XP augmente en tuant des ennemis et montre la souffrance qu'on a infligée au monstre. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que LV ne voulait pas dire level dans ce jeu, mais love. Eh bien, je vous ai encore menti. Enfin, cette fois, Flowey vous a menti, j'y suis pour rien. Ça ne veut pas dire love, mais c'est aussi un acronyme pour dire Level of Violence, donc le niveau de violence. Bref, il finit le jugement en nous disant qu'on a été le plus honnête possible et que tout dépend de nous maintenant. Ce que vous voyez là, c'est le dernier couloir que vous verrez dans le jeu. Donc cette porte mène à la fin du jeu. Pom pom pom. Oh, y a quelqu'un? Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Et voilà. Coucou, comment puis-je? Oh.
J'aimerais tant pouvoir te dire, voudrais-tu une tasse de thé? Mais tu sais déjà ce qui nous attend, je suppose. Belle journée, n'est-ce pas? Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. Un temps parfait pour jouer à la balle. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Quand tu auras terminé de te préparer, viens dans la salle suivante. On va donc le rejoindre pour commencer le combat final, et on se retrouve dans une salle qui ressemble à celle qu'on avait spawn au début, mais sans Tabith leur jeune. On traverse alors la dernière porte menant à la barrière. Voici la barrière. C'est ce qui nous garde tous piégés ici sous terre. Si tu as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. Je vois. Alors, ça y est. On peut y aller. Humain. C'était un plaisir. Adieu. Pour la première fois dans le jeu, on n'a pas le choix, il faut le tuer. C'est donc un combat sanglant qui va commencer entre roi des monstres et humains, un combat qui nous a été teasé depuis le début de la première heure du jeu, un combat épique qui va déterminer le sort de ce monde et bien plus encore, un combat empli d'espoir des deux côtés entre un humain qui souhaite rentrer chez lui et un monstre qui souhaite libérer son peuple. C'est le combat final. Bon, je vous mens pas, Asgore n'est pas si compliqué à battre. Ses attaques sont un peu des combinés de tout, donc des attaques bleues, oranges, des combos Toriel, mais en plus poussés. Cette fois, vous vous en doutez, la casse-action ne sert absolument à rien, et la seule chose que l'on puisse faire, c'est attaquer encore et encore. Le roi s'affaiblit assez vite et c'est avec aisance que je le one-shot. Oui, vous pouvez m'applaudir, certains de mes potes, dont je ne citerai pas le nom, ont pris plus de 3 jours pour le vaincre. Oui, je suis le meilleur. Bref, après l'avoir vaincu, Asgore nous tient un petit discours où il nous demande de l'achever et de enfin quitter ce royaume avec son âme. Mais vous savez quoi? Moi, je me suis attaché à tous ces personnages. Toriel, Sans, Papyrus, Alphys et même le roi Asgore. J'ai envie de continuer à les fréquenter et de passer du temps avec eux. On a donc le choix entre le finir et rester chez nous, ou bien faire clémence et rester bloqué dans l'underground à tout jamais. On choisit donc de, malgré tous nos efforts, faire clémence au roi des monstres Asgore. Après tout le mal que j'ai voulu te causer, tu préférerais rester ici et souffrir, plutôt que de vivre une vie heureuse à la surface? Humain, je te promets qu'aussi longtemps que tu resteras ici, ma femme et moi prendrons soin de toi du mieux que nous pourrons. Nous pourrons nous raconter des histoires, assis dans le salon, et manger de la tarte au caramel. Nous pourrions vivre comme une vraie famille. Oui, je sais, on a tous été choqués la première fois, mais le jeu n'est pas aussi prévisible que ce qu'on croyait finalement. Chloé, encore elle, le tout premier monstre à qui on a adressé la parole en tombant dans l'underground, fait son grand retour. Je vous avais dit que c'était mon personnage préféré, et c'est pas pour rien. Elle va nous rappeler que dans ce monde c'est tuer ou être tué, et notre jeu crash, littéralement. En relançant le jeu, on retombe sur l'intro du jeu, mais il est différent d'habitude. L'intro crash aussi, et on tombe sur ce menu, avec un différent nom de ce qu'on avait mis, et avec un niveau max. Bon, on a oublié de continuer, donc on appuie sur continuer. Mais on n'atterrit pas dans notre ancienne sauvegarde. On est dans une salle noire, ne vous inquiétez pas, c'est pas Métaton cette fois, et une sauvegarde devant nous. Notre personnage va vouloir sauvegarder, mais... Coucou, c'est moi, Chloé. Chloé la fleur. Je te dois une fière chandelle. Tu as mis sa raclée à ce vieux schnock. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Mais maintenant, grâce à ton aide, il est mort.
Et j'ai les âmes humaines. La vache! Ça fait si longtemps que je suis vide. C'est tellement bon d'avoir de nouveau une âme en moi. Ça remue là-dedans. Oh, tu te sens à l'écart, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parfait. Après tout, je n'ai que 6 âmes, il n'en manque qu'une, avant de devenir Dieu. Ainsi, avec mes nouveaux pouvoirs, les monstres, les humains, tout le monde, je leur montrerai à tous le vrai sens de ce monde. Oh, et ne cherche pas à revenir à ton ancienne sauvegarde, elle est détruite pour toujours. Mais t'en fais pas. Ton vieil ami Floyd en a bricolé une rien que pour toi. Je sauverai juste avant ta mort, pour que tu puisses me voir te réduire en bouillie sanguinolente. Encore, et encore, et encore. Quoi? Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Tu es vraiment stupide. Le véritable combat final d'Undertale commence. Flowey s'est transformé en une espèce complètement différente des monstres qu'on a vus auparavant. Vous vous souvenez des panneaux? Il mentionnait une bête qui mettait mal à l'aise notre personnage. Eh bien, la voici. Évidemment, Flowey est devenue trop puissante. Elle combine les 6 âmes humaines qu'Asgore avait gardées contre nous, une seule âme humaine. Elle finit donc par nous vaincre, et le jeu recrache une nouvelle fois. On relance donc le jeu, mais cette fois, on va devoir un peu tryhard. Bon, je vous avoue, elle est très forte, mais c'est faisable. Dans ce combat, Flowey va avoir plusieurs phases. Elle va utiliser les âmes humaines pour faire d'autres combos. La première âme est l'âme bleue, on va se faire attaquer par des couteaux, mais on a une case d'action qui fait partie du lot, qu'on va devoir choper et notre personnage va appeler à l'aide. Ainsi, tous les couteaux deviennent des pansements. L'âme nous a entendus. Et c'est comme ça avec toutes les âmes humaines. Vous comprenez le principe? Après avoir appelé à l'aide aux 6 âmes, la défense de Flowey tombe à 0 et on peut enfin la combattre. Nos coups font à présent de nombreux dégâts et quand on finit par mettre ses HP à 0, Non, non! Ce n'est pas possible. Espèce de... Espèce d'imbécile! Tu croyais vraiment que tu pourrais me battre? Je suis un dieu dans ce monde. Et toi? Tu n'as plus aucun espoir. Tu n'as rien ni personne. Et oui, c'était exact. Tes amis inutiles ne peuvent plus te sauver. Appelle à l'aide, fais donc. Pleure dans les ténèbres. Maman, papa, aidez-moi!
Tu verras à quel point c'est utile. Mais personne ne vient. Oh, quel dommage. Personne d'autre ne pourra te voir mourir. Quoi? Mais comment t'as... Bah, je vais juste... Que... Mes pouvoirs, ils sont... Les âmes! Qu'est-ce qu'elles font? Non! Non! Vous ne pouvez pas faire ça! Vous êtes censé m'obéir! Arrêtez! Arrêtez ça! Arrêtez! C'est la fin du combat entre Flowey et l'humain. Il ne nous reste plus qu'un seul choix avant de traverser la barrière menant à notre monde. Faire clémence à Flowey ou bien l'achever. C'est un choix très difficile parce que d'un côté on peut... Bon, vous vous en doutiez, elle nous a bien fait chier sous cette forme, donc on l'achève. On traverse enfin la barrière qu'on convoite depuis si longtemps, et c'est la fin du magnifique chef-d'œuvre qui est Undertale. C'est Sans qui nous appelle pour nous prévenir de l'actualité de l'Underground. Il nous dit que la reine est revenue au pouvoir. Pour ceux qui n'auraient pas compris, la reine c'est Toriel. Elle a mis en place une nouvelle politique qui dit que chaque humain qui reviendrait dans l'Underground sera bien accueilli. Sauf que les monstres, eux, n'étaient pas du même avis que Toriel. Ils pensaient qu'on avait tué le roi, tué Undyne, bon, ça c'est vrai, et qu'on avait volé les 6 âmes humaines. Donc Toriel a gentiment abdiqué et est retourné dans les ruines avec Sans et Papyrus qui viennent la rendre visite quotidiennement. Et c'est la fin de l'appel, ce qui clôture réellement Undertale. Ou pas. La fin est mauvaise, non? J'ai accompli mon but et après, enfin, je veux dire, y a pas de fin stylée quoi. Je vous avais dit que le nom était important à l'histoire, pourtant rien d'extraordinaire à propos de cela. Azriel, qui est-il vraiment? Et si je vous disais que depuis le début je vous mentais? Undertale n'est pas un jeu où l'on suit sa propre voie, mais un jeu qui nous conduit à penser comme ça, avec les différents choix possibles. Et si je vous disais qu'en fait, ce n'est pas la fin du jeu, et que c'est seulement un tiers du jeu, est-ce que vous me croirez? Et si je vous disais que cette fin n'est pas la bonne fin, et qu'il existe encore plusieurs autres? Vous l'avez compris, Undertale n'est pas encore terminé, et on a quelques trucs à régler dans l'Underground. Mais ça, vous le découvrirez dans une seconde vidéo. Bref, j'ai passé tellement d'heures sur cette vidéo que si elle flop, je pense que je mettrai un coup de pied retourné à mon PC. Alors je vous en supplie, partagez-la, faites en sorte qu'elle ne floppe pas. Et moi, je vous laisse ici, abonnez-vous et activez la cloche, parce que la prochaine vidéo d'Undertale, on aura des monstres à sauver.